Bonjour, encore du manga puisque j'avais pris un petit peu de retard dans mes chroniques. Et donc aujourd'hui, aussi improbable que cela puisse paraître après la critique du tome 1, eh bien voici le tome 2 de One Punch Man, intitulé Le secret de la puissance, et donc dû à Yusuke Murata, même si inspiré d'une œuvre originale d'un certain One. Retour donc, et parce que je suis faible et inconséquent, sur One Punch Man, ce manga totalement hype qui m'avait pour le moins laissé perplexe au sortir du premier tome. Faible, inconséquent, l'occasion faisant le larron, j'ai chopé ce tome 2 pour voir si, au cas où. Et le bilan est peut-être un peu plus positif, aussi surprenant que cela puisse paraître que pour le tome 1. Pour ceux qui trouvent à bon droit mes articles ou du coup mes vidéos trop longs, voici un résumé bien lapidaire comme il faut. C'est très con, même si peut-être pas autant que ça en a l'air. C'est assez rigolo, ceci dit, probablement plus que le premier tome. Enfin, c'est aussi très agaçant parfois. Il y a un jeu pervers de One, sinon de Murata Yosuke, qui aboutit à cette même conclusion que dans le premier tome, l'impression que régulièrement, les auteurs se foutent sciemment de ma misérable petite gueule de lecteur, en raillant le genre et ses poncifs, et ça va peut-être plus loin que dans le premier tome en fait. Quant à l'histoire, eh bien, elle a un peu plus de suivi que dans le premier tome, ce qui n'était pas dur et n'est probablement pas plus mal, même si, d'une certaine manière, c'est du coup en porte-à-faux par rapport aux intentions affichées de la BD originelle. On peut dans ce deuxième tome distinguer trois moments. Dans le premier, qui prend directement la suite de la fin du tome 1, même endroit, même personnage, Saitama, le super-héros bidon mais qui terrasse tous ses adversaires quels qu'ils soient d'un seul coup de poing, accompagné du plat cyborg Genos, va péter la gueule au savant fou qui dirige la maison de l'évolution, d'où venaient les super-vilains animaliers qu'il venait de massacrer. Le dit savant fou est une sorte de transhumaniste, disons nasillon, qui veut élever sans cesse l'espèce humaine, le con. Flippant à l'idée que Saitama, désireux de se venger de ses tentatives de kidnapping, lui démonte la gueule ainsi qu'au personnel de sa boîte, des clones de lui-même forcément, il lâche sa création la plus redoutable, le Scaravageur. Plus fort, ça se voit, plus intelligent, ça ne se voit vraiment pas, disons que c'est de la théorie, et surtout vraiment très très moche. L'affaire étant vite pliée, jusqu'à l'abus, mais pour le coup, oui, c'est assez rigolo. Deuxième moment, la ville est en proie aux assauts violents d'un gang de feignasses chauves qui ne veulent pas travailler. Saitama, parce que chauve, est confondu avec ces types-là, ce qui lui pète les burnes. Mais en voulant régler l'affaire largement pour ses motifs idiots et parfaitement personnels, il amaille à partir avec un super-héros parfaitement sadique, Sonic le Foudroyant, qui forcément n'a jamais entendu parler de ce con de Saitama. Et nous verrons qu'il y a une cause à cela. Enfin, comme le tome 1, celui-ci se conclut sur un épisode bonus en forme de flashback revenant sur la formation de Saitama, son entraînement, révélé dans la première partie de ce volume et qui est censé en être le point d'orgue, ainsi que le titre global, le secret de la puissance donc, le montre assez. Allez, commençons par ce qui fonctionne bien, ce qui, une fois n'est pas coutume, impose sans doute de parler en priorité du dessin de Murata Yusuke. N'étant certes pas un connaisseur en matière de manga d'action, je ne suis sans doute guère en mesure de me livrer à un classement pertinent des illustrateurs du genre. Ce que je peux dire, pur ressenti revoyant à cette seule expérience, c'est que le dessin est d'une fluidité exemplaire, atteignant un juste milieu entre précision et simplification, au-delà même du sale Saitama minimaliste, généralement très bien intégré dans ces cases un peu plus complexes tout de même. Le découpage n'est pas forcément très hardi, mais toujours à propos. L'action est agréablement lisible, jusque dans ses abus d'effets type floutage, finalement pertinent, et la part de caricature est appréciable, suffisamment bien dosée pour coller aux intentions du récit. Les pages sont régulièrement émaillées de petits gags tout à fait bienvenus, et les personnages sont caractérisés en quelques traits efficaces, de la bêtise brutale du Scaravageur, tranchant délibérément sur son intelligence supposée, au sadisme de Sonic, exprimé à merveille dans son sourire innocent, Dixit Saitama, délicieusement exagéré. Au-delà du dessin, ce tome 2 bénéficie à mon sens d'une histoire plus développée, ce qui donc pourrait paradoxalement contrevenir aux intentions de la série originelle, mais s'avère plutôt plaisant en ce qui me concerne. Les deux mini-arcs de ce volume, s'ils ne brillent pas exactement par la complexité ou la subtilité, parviennent globalement à se montrer plus enthousiasmants que la seule succession d'affrontements rapides des premiers épisodes, en renouvelant le propos pile au moment où la lassitude était particulièrement à craindre.
Surtout, ça m'a paru quand même beaucoup plus rigolo. Là encore, ce n'est pas fin, vraiment pas. Mais il y a bien des moments amusants, oui. Dans le premier arc, au-delà des détails graphiques mentionnés plus haut et qui jouent un grand rôle à cet égard, cela vaut par exemple pour le bourrinage super-héroïque de Genos, voire également le paragraphe suivant. J'ai cru comprendre que certains lecteurs regrettaient que le cyborg soit aussi plat dans ce volume, mais à mes yeux c'est plutôt un atout, pour le moment du moins, que de le confiner à un rôle de figurant parfaitement caricatural. Et bien sûr pour la motivation absurde de Saitama dans tout ça. Que la fin de l'arc soit expédiée aussi brutalement, vraiment en 2-3 cases maximum, après une mise en place étonnamment développée pour cette BD, mais constituant en elle-même un gag, voire plus loin, tout cela s'avère sans doute bien vu. Entre-temps, bien sûr, nous avons eu la révélation du secret de la puissance de Saitama, que je connaissais déjà en fait, les premières critiques s'en faisaient l'écho. Saitama grandiloquent expliquant son entraînement de muscu finalement assez banal, et Genos pétant un câble devant ce qui ne peut être qu'un mensonge particulièrement débile, oui, ça ne manque pas de saveur. Le flashback, comme de juste, y reviendra en fin de volume, avec un Saitama encore chevelu, mais dont les traits commencent à tendre vers le simplisme archétypal qui le caractérisera par la suite. Le postulat absurde du deuxième récit, avec ses terroristes chauves et l'amalgame leur assimilant l'inconnu Saitama, est suffisamment crétin pour faire sourire. Même si d'autres implications de ce passage me laissent davantage perplexe, j'y reviens de suite. Et l'affrontement avec l'arrogant Sonic autorise une couche supplémentaire de raillerie à l'encontre du genre super-héroïque, shonen d'action ou comics à ce stade, avec cette échappée de la vague sombre post-Watchmen et The Dark Knight Returns. Pour m'en tenir à mes références habituelles, un connaisseur de manga pourra sans doute vous trouver des comparaisons plus pertinentes, tranchant de manière bienvenue sur le ridicule de Saitama, d'autant que nous y croisons en chemin, plus ridicule encore, l'improbable Roulette Rider, dont l'apparition est tout de même des plus cocasses. Je ne suis pas bien certain d'apprécier pleinement les jeux de mots débiles dont regorge ce tome 2, avec les inévitables chauve-sourire et chauve qui peut, le pire étant probablement et de très loin Mante le Joli. Ouais. Aucune idée de ce que le texte original peut donner à cet égard. Mais admettons, après tout ça participe bien de la bêtise assumée du pitch. Mais il est d'autres dimensions de la BD qui sont plus ambiguës. Je ne les dirais pas mauvaises à proprement parler, c'est peut-être même tout le contraire en fait. Mais c'est surtout que ça n'a en fait rien à voir. Nous sommes dans une autre sphère. Voilà. Si ce tome 2 m'a globalement amusé, il m'a aussi régulièrement agacé. Le problème, ou l'astuce, car il n'est donc pas dit que ce soit véritablement un problème, étant que cet agacement est probablement en partie calculé. J'ai l'impression que One, sinon Murata Yusuke, joue en fait avec mes nerfs de lecteur, d'une manière un brin perverse, sinon hypocrite. Ce qui commence sans doute bien sûr avec le gag initial, un bis donc, où Saitama se lasse bien vite des explications à ses yeux trop détaillées, pourtant, de Cyborg Gorilla concernant le savant fou et la maison de l'évolution. Genos, qui avait précédemment fait les frais de l'impatience absurde de son maître, réclame de lui-même un résumé en moins de 10 mots. Rien d'étonnant, j'imagine, à ce que le graphomane Nebal, le goré, tout ça, ait du mal avec ce principe. Plus loin, cependant, le mot peut paraître absurde dans ce contexte, mais tant pis, c'est la philosophie de l'œuvre qui me laisse un peu perplexe. Que Saitama, qui passe essentiellement pour un crétin, ne soit guère un véhicule d'identification, en dépit de ses traits iconiques et de son rôle de tête d'affiche, très bien. Que Genos soit peu ou prou inexistant dans cette optique, de même. Mais d'autres points me chatouillent un peu plus, sans doute absurdement. Ainsi de la révélation du secret de la puissance en fait. Certes, elle est avant tout un gag, le contre-pied improbable des pourtant au moins aussi improbables, sinon davantage, araignées mutantes et exposition à des rayons gamma, créant les super-héros de manière habituelle. Ce qui en tant que tel est sans doute bien vu. Philosophiquement, avec des guillemets, cependant, cela peut participer d'un certain You can get it if you really want, comme le disaient mes camarades amateurs de reggae, non je ne chanterai pas, qui m'a toujours laissé un peu perplexe, sans doute parce que je n'ai pas du tout le culte de l'effort. Mais justement, c'est que cette question se repose de nouveau de suite après, avec le gang des chauves-sourires et Tête d'Enclume à leur tête, qui disent vouloir créer une société utopique où ils n'auraient pas besoin de travailler. Revendication absurde, nous dit-on, et sans surprise, l'arc se conclut sur la promesse que fait à sa maman, la feignasse Tête d'Enclume, de trouver bientôt du travail. Que les chauves-sourires soient globalement ridicules, très bien, et la réalité de leurs exactions, quand ils se trompent de cible, tout particulièrement, gag qui passe plutôt bien, ne saurait faire de doute.
Mais je redoute d'y déceler un propos sous-jacent qui ne me sied guère. Sans doute parce que les revendications des terroristes ne me paraissent en fait pas du tout absurdes au fond, à moins qu'il ne s'agisse que de préparer le terrain à la thématique du super-héros professionnel sur laquelle se conclut le récit, laissant entrevoir la suite. Il n'en reste pas moins que les chauves-sourires, avec leurs dégaines de skinhead tout de noir vêtus et leur chef censément charismatique, tiennent d'une caricature fascistoïde, peut-être malvenue pour le coup. Or, elle entre en résonance avec la présentation du savant fou du premier arc, nécessairement nasillon dans ses délires de clonage et d'amélioration de l'homme. J'aurais pourtant tendance à croire que c'est plus compliqué que cela. Certes, ce n'est sans doute pas la place dans une BD pareille que de se livrer à d'absurdes débats à ce sujet, que je ne réclame en rien. Somme toute, quelle est la finesse et l'élégance d'un point Godwin en abordant ces problèmes? C'est cohérent. Saitama ne saurait sans doute penser autrement, les résumer en moins de 10 mots n'y sont guère propices. S'agit-il alors de pointer les sous-bassements idéologiques éventuels du genre super-héroïque? Ça me paraît assez plausible en fait, dans le cas du savant fou du moins, ça fait partie du truc. Mais est-ce pertinent? Là, je ne sais pas. Mais je suis curieux de voir comment tout cela évoluera par la suite. J'ai l'impression qu'il y a, sous-jacent, quelque chose d'insidieusement pervers. Mais ce n'est peut-être qu'un fantasme, crypto-fasciste bien sûr, de ma part. Du coup, eh bien, oui. Je suis assez curieux de la suite, oui. En même temps, en prenant cette BD pour ce qu'elle est à bien des égards, une lecture popcorn qui distrait quelques dizaines de minutes, et c'est très bien comme ça. Au milieu des pâtes et du Coca Zéro, je peux sans doute ménager une place dans mon panier de ménagère pour ce manga débile, dispo au supermarché du coin et finalement, oui, assez amusant. Peut-être le tome 3 un de ces jours, donc, sans programme précis. Occasion, larron, hop.